Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler d'un nouveau film actuellement dans nos chères salles de cinéma, le film The Phoenician Scheme. J'ai complètement écorché le nom de ce nouveau film de Wes Anderson, un artiste que j'apprécie tout particulièrement puisque c'est un réalisateur qui pour moi n'a proposé que des bons voire de très bons films. Je n'ai pas tout vu mais quasiment tout vu, j'en ai vu 7 de ces films, donc c'est pas mal mine de rien. Et un petit peu à l'image du grand public en général et de ses fans, mon film préféré de ce réalisateur reste un film de 2014, à savoir The Grand Budapest Hotel, et cette fois-ci, retour dans le cinéma de Wes Anderson après un très bon Asteroid City, marqué par une colorimétrie fort agréable et un rythme beaucoup moins effréné que dans The French Dispatch, qui était également un très bon film, mais qui allait quand même un peu trop vite à mon goût. Et bien malheureusement, avec ce métrage, The Phoenician Scheme, on en revient un petit peu à ce travers que je n'apprécie pas toujours malheureusement d'un point de vue scénaristique. J'avoue que si on peut comprendre quelques bribes par-ci par-là, globalement j'étais assez perdu par le scénario global et encore plus par les thématiques qui sont traitées où j'arrive à pointer du doigt globalement les thématiques, mais le message derrière et le sens qu'on essaie de donner aux thématiques, malheureusement, j'avoue ne pas l'avoir cerné ou alors ça me semble extrêmement bas de plancher pour être tout à fait honnête. C'est comme ça, donc un film extrêmement déceptif pour moi, mais quel est le résumé de ce film? Je vais essayer de vous proposer un petit résumé et vous expliquer pourquoi ce film non seulement m'a déçu, mais je trouve même, malheureusement, et ça me fend un peu le cœur, que c'est un mauvais film en fait, malheureusement. C'est l'histoire du personnage campé par Benicio del Toro, qui est un homme d'affaires avec beaucoup d'argent forcément, qui est tout simplement en train de braver la mort et tout simplement avec des épreuves telles que des crashs d'avion. Au début du film, c'est ce qui lui arrive. Il essaie d'ailleurs même de prendre en main l'avion en devenant le pilote de l'avion qui est en train de crasher. Et sa question, sa grande préoccupation, c'est de savoir s'il va essayer de crasher l'avion dans un champ de soja ou dans un champ de blé. Postulat de départ assez absurde qui malheureusement n'est pas vraiment assouvi de bout en bout. C'est fort dommage. On aurait pu partir sur un délire un peu à la Quentin Dupieux, mélangé un peu avec du Quentin Tarantino, avec cette idée de film à nouveau, comme il l'aime bien Wes Anderson, chapitré, avec notamment ici cette notion donc du personnage de Benicio del Toro, qui songe, même s'il arrive à braver la mort perpétuellement, il songe quand même à son héritage. Il ne donnera pas son héritage à l'un de ses multiples fils, mais bel et bien à sa seule et unique fille, qui est par ailleurs nonne. Est-ce que c'est vraiment sa fille? Ça, c'est une question qui nous est posée dès le début. On comprend assez vite que ça n'est pas sa fille. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Bon, moi, le film, malheureusement, je ne vais pas spoiler là comme ça, mais ne m'a pas vraiment beaucoup surpris, puisqu'ensuite se met en jeu visiblement une histoire un peu d'espionnage avec apparemment, des surprises, mais moi, je n'ai pas été très surpris, je dois bien l'admettre, puisqu'une personne tapie dans l'ombre semble en vouloir visiblement au personnage campé donc par Benicio del Toro. Il ne faut pas oublier que Benicio ici del Toro essaie de quémander plusieurs acteurs et personnages donc dans ce film pour récupérer une certaine somme d'argent. Je n'ai pas trop compris pourquoi par ailleurs, mais je pense que je marquerai une petite partie spoiler pour essayer d'entrer un peu plus en détail et en profondeur sur le film. Le film, donc, globalement, ne m'a pas plu. Ce n'est pas à cause déjà des performances des acteurs et des actrices. À nouveau, dans le cinéma de Wes Anderson, il y a vraiment pléthore d'acteurs et d'actrices. Et ce n'est pas pour me déplaire, puisqu'il y a un plaisir en fait à voir apparaître les acteurs et les actrices, à les reconnaître parfois, c'est-à-dire que l'actrice qui joue ici la fille nonne de Benicio del Toro, je n'arrivais pas à identifier qui c'était, est-ce que c'était Scarlett Johansson? J'ai eu un doute quand même, puisqu'on la voit dans le générique de début indiqué, mais en fait ça n'était pas elle. J'ai aussi pensé à Léa Seydoux, mais finalement c'est une actrice que je ne connaissais pas. Et après, sinon, au rayon des acteurs et des actrices qu'on connaît, c'est assez réjouissant de les retrouver, que ça aille de Tom Hanks à Benedict Cumberbatch, mais aussi à Bill Murray qui a une petite apparition. Et donc, même Bill Murray qui est souvent présent dans les films de Wes Anderson, avec un rôle ici de Dieu, qui prend même un peu tout son sens par rapport justement à l'importance de cet acteur dans la filmographie du réalisateur, ça c'est sûr. Donc évidemment, des acteurs, des actrices. Alors je n'ai même pas eu le temps de reconnaître Charlotte Gainsbourg, qui apparemment est dans le film, j'ai découvert ça dans le générique de fin. J'ai un souci également d'un point de vue de la prévisibilité de la structure du film, puisque malheureusement, dès le début du film, on a donc une scène d'exposition
avec un avion bien sûr, mais ensuite on a le générique de début, et dans le générique de début, on nous donne le nom des acteurs et des actrices que l'on va retrouver dans le film, mais surtout en nous précisant l'ordre d'apparition et les rôles qu'ils vont camper. Et ça, je trouve que c'est fortement regrettable, parce que malheureusement, les surprises ne peuvent pas être garanties, et le film se tire vraiment lui-même une balle dans le pied dès le début, ce qui est assez regrettable, surtout que c'est lors d'un plan fixe inaugural qui pose une symbolique intéressante. Il s'agit d'un plan zénithal où l'on voit dans une baignoire le personnage de Benicio del Toro et que ça met en avant en fait son défi, c'est-à-dire sa confrontation à Dieu, sachant que ce n'est pas un personnage croyant par ailleurs, donc lors des moments un peu psychédéliques et spirituels, lorsqu'il est en train potentiellement de passer vers l'au-delà, mais qu'il revient vers la vie, eh bien ce sont des moments qui auraient pu être intéressants d'un point de vue symbolique, mais malheureusement le rythme de Wes Anderson est vraiment, comme pour The French Dispatch, assez inégal, assez embêtant à lire en fait, c'est-à-dire que bon, dans The French Dispatch, il y avait au moins cette cohérence que c'était très très dynamique tout du long et qu'on n'avait pas le temps de tout comprendre, mais que les détails, même si on ne les avait pas tous, c'est pas grave, on pouvait revoir le film plus tard, on n'en perdait pas de vue l'essentiel en fait. Là, mon souci, c'est que globalement, les scènes qui sont les plus posées, les plus calmes, sont des scènes qui ne vont pas faire avancer l'histoire, mais qui vont permettre de camper et de poser surtout pour les acteurs ici leur personnage et de générer avec le spectateur une sorte d'attache, disons, avec des dialogues qui parfois sont vraiment bien ficelés et qui sont proprement et soigneusement, mis en exergue, c'est le cas de le dire. Le problème, c'est qu'après, tout à coup, le film commence à s'emballer, et le problème, c'est que le film s'emballe d'un point de vue du rythme lorsqu'il est question d'expliquer et d'exposer en fait les tenants et les aboutissants de l'histoire, et ça, malheureusement, eh bien, moi, ça m'a laissé trop de moments sur le carreau. Il est beaucoup question aussi, dans les films de Wes Anderson, de moments un peu d'affichage, où on voit des photos, des objets, par exemple, qui sont en train d'environner les personnages, ou alors des informations là concernant, son envie ici de récupérer de l'argent, donc avec une sorte de panneau comme si on était à la bourse de l'ancien temps, et même encore aujourd'hui d'ailleurs, mais le problème c'est que ça défile très très vite et qu'on n'a pas vraiment le temps de suivre, donc ça c'est vraiment un problème que j'ai, surtout que lors des moments calmes, que j'aime bien moi en général avec Wes Anderson, la musique arrive à vraiment imposer une sorte de charme inhérent au film de Wes Anderson. Et là, je pense qu'on a changé de compositeur et ça se ressent. J'ai été beaucoup moins marqué par la musique, je dois bien l'admettre. Et par ailleurs, en termes de mise en scène, alors oui, des plans vraiment bien cadrés, des bonnes idées, on n'a pas à dire là-dessus. On a une idée colorimétrique qui dénote que d'habitude. Je trouve que ces dernières années, ça avait été reproché à Wes Anderson justement de partir presque dans une sorte d'auto-caricature visuelle de lui-même, mais je trouve que la colorimétrie dans Asteroid City est absolument extraordinaire et magnifique, dans The French Dispatch également, et qu'ensuite il y a une sorte un peu de fusion de différents bouts de film un peu visuels, mais qui restent harmonieux. Dans The French Dispatch, on avait un moment en animation qui était particulièrement marquant, et là ici dans le film, lors des moments un peu vers le potentiel au-delà, un peu entre la vie et la mort, avec des dieux, avec Willem Dafoe également, eh bien il y a des moments en noir et blanc, et ça permet d'avoir une sorte de continuité visuelle assez intéressante sur le papier, mais en fait ce qui pêche considérablement dans le film, c'est le fond, malheureusement. Alors des moments rigolos, c'est vrai, au début du film et aussi à la fin, et je vais en arriver à une partie spoiler, donc si vous avez vu le film, eh bien poursuivez avec la partie spoiler. Si vous ne l'avez pas vu et que vous comptez aller le voir, eh bien foncez. Je tiens à préciser avant la partie spoiler que 3 personnes dans la salle de cinéma dans laquelle j'étais, qui était certes bien remplie, ont quitté la salle au bout d'un moment, lors du moment un peu mou du film, au bout d'un tiers, on va dire, du métrage. Donc malheureusement, je ne peux pas garantir que vous apprécierez forcément le métrage. Spoiler donc, puisqu'à la fin, que se passe-t-il? On voit donc le personnage de Benicio del Toro et de la nonne, donc sa fille, qui débarque chez l'oncle qui est interprété par Benedict Cumberbatch, qui est aliéné, c'est une idée intéressante, c'est-à-dire qu'on reconnaît Benedict Cumberbatch, mais à la fois le maquillage, une transformation physique, avec aussi une sorte de barbe et une coiffure assez improbable. C'est pas du tout Doctor Strange ou Sherlock, là, on est un peu
en train d'être dans une sorte de folie cinématographique, aussi avec le fait qu'il est question de l'importance des yeux du personnage, parce que si jamais les yeux de la nonne ressemblent à ceux donc de cet oncle, en fait ce n'est peut-être pas l'oncle, c'est peut-être le père. Et là en l'occurrence Benedict Cumberbatch, on lui a fait porter des lentilles pour qu'il ait un changement de couleur de yeux par rapport à d'habitude, mais pas complètement différent. Donc on est vraiment, c'est ça, dans cette idée de voir Benedict Cumberbatch, mais une version un peu particulière de lui-même. Alors vu qu'il est fan du MCU pour jouer dedans, à partir de ce moment-là, on peut considérer qu'on est un peu dans un multivers. Non, je plaisante. Mais donc, ce qui est assez amusant, c'est que même si, bon, il est censé y avoir des révélations avec le personnage, j'avoue que ça ne m'a pas vraiment sensibilisé, je n'ai pas été surpris du tout, mais il y a ce moment où Benedict Cumberbatch et Benicio del Toro, leurs personnages se confrontent, s'affrontent, et c'est assez rigolo parce qu'on a une sorte de vrai mais faux grand final où ils vont se taper dessus mais d'une manière complètement ridicule, et on a l'impression d'être dans une sorte de cour de récréation où ils se tapent dessus, avec un moment d'ailleurs un jeu sur la luminosité justement. On a l'impression d'être dans une sorte de Star Wars du pauvre où ils sont en train de brandir des lampadaires et que ça serait presque des sabres laser et qui se tapent dessus, c'est ça, comme s'ils étaient en petite section. Donc il y a un petit côté rigolo en fait derrière tout ça, surtout que l'environnement n'est pas sans rappeler justement pour moi le meilleur film de Wes Anderson, donc The Grand Budapest Hotel, où là c'est un feu d'artifice. Mais là c'est presque une sorte d'auto-référencement pour montrer une sorte de contraste avec ce final grandiose, mais véritablement grandiose, de Grand Budapest Hotel, et là justement cette sorte de confrontation un peu volontairement nullissime entre les deux, avec aussi une grande maquette avec tous les futurs projets justement du personnage de Benicio del Toro, qui laisse place à la fin une sorte de côté un peu clownesque, Halloween rapide, mais qui manque en fait, je trouve, de se poser dans le récit en fait. Je trouve que le final du film, c'est ce qui m'a le plus plu avec l'introduction, mais malheureusement c'est beaucoup trop court par rapport à la durée globale du film d'1h45, où j'ai ressenti une sorte de, paradoxalement, mais de grand ventre mou, parce que assez vite désintéressé par l'histoire en tant que telle, puisque je ne la comprenais pas suffisamment, ça m'a assez perturbé. Et le personnage de Benicio del Toro, qui essaie donc de braver un peu la mort, m'a rappelé un personnage dans les bandes dessinées, je ne sais pas si vous connaissez, de Lincoln. Je vous invite à regarder cette BD qui est vraiment très bien, qui rappelle également aussi Wolverine, sur ce côté un peu immortel ou pouvoir auto-régénérateur, donc qui permet beaucoup de choses. Et là, on essaie d'approcher une sorte de fantastique, un peu de côté fantasmagorique, mais qui à mes yeux n'a pas du tout pris, avec un final où, alors là j'étais assez perdu, grande scène finale visiblement, ensuite un peu tout en intimisme pour Benicio del Toro et sa fille, qui visiblement sont devenus complètement miséreux, je n'ai pas trop compris pourquoi, mais à la rigueur pourquoi pas, je pense avoir à peu près compris l'idée, mais à la fin avec une sorte de symbolique où les deux personnages sont en train de jouer aux cartes et qu'il y a derrière, enfin devant, donc au premier plan, un seau d'eau avec de l'eau qui tombe dedans. Alors là, j'avoue que si vous avez des explications, je suis preneur. Je referme la partie spoiler pour un film qui me laisse assez circonspect, je dois bien l'admettre. Je pense certes ne pas avoir tout compris du film, mais ça ne me semble pas pour autant être un argument, c'est-à-dire oh là là, en fait le film est peut-être très bon, mais je suis juste bête et je ne l'ai pas compris. Non, je pense que vraiment le film souffre d'un vrai problème, et que s'il n'arrive pas dans sa transmission d'informations scénaristiques, c'est embêtant, et de ce fait, peut-être qu'il y a des moments un peu, peut-être, oui, des gimmicks de Wes Anderson, mais qui sont un peu étouffés malheureusement par cela, puisque le scénario reste un vrai souci. De bonnes idées de mouvement de caméra, notamment lorsque finalement la caméra devient par moments les yeux du personnage principal, puisqu'il se prend une baffe et donc la caméra se déplace. Il y a des idées par-ci par-là, mais ce sont des idées qui sont beaucoup trop dispersées et qui ne permettent pas pour moi de faire corps avec une proposition qui soit véritablement solide d'un point de vue cinématographique. Mais encore une fois, ça n'est que mon humble avis. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez apprécié le film, si vous êtes d'accord avec moi et si vous comptez le voir. Il ne me reste plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. Oh, il me mord.